La part de budget que j'alloue au Ninja Linking commence à augmenter parce que je trouve que l'efficacité de ce genre de lien par rapport au prix, le ROI est plus facilement obtenu. Je me rappelle aussi SEMrush, ils se sont positionnés sur full page alternative et c'est vrai que ça n'a pas attiré un gros trafic, mais c'est un trafic qui est hyper qualifié. L'avantage c'est que quand on a fait une levée de fonds, on a aussi obtenu pas mal de backlinks. Quand tu achètes un lien, tu as le contenu de 400 mots, bon, il va pas y avoir trop de sémantique, ça va pas forcément pousser, donc... C'est un fait aujourd'hui, désolé de le dire, la majorité des rédacteurs n'ont pas une génération IA qui est méga quali. Et donc moi ce que je veux c'est que mes rédacteurs, ils aient pas plus de 30% de génération. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Position Zéro. On est encore une fois avec un super invité, Romain Langlais, que je vais présenter tout de suite. Et puis bien sûr, je suis avec Thomas, mon acolyte du podcast. Thomas, comment tu vas ? Comme toujours, on se quitte pas depuis 3 saisons. Écoute, ça va très bien, il fait chaud aussi, le ventilo tourne à plein balle, mais ça roule. Et vous ? Écoute, de mon côté, ça va, hein, et Romain ? Ouais, super, franchement, super content d'être là. Donc merci de m'avoir invité. Bah avec plaisir, en plus ça fait quelques temps, ça fait je pense au moins 2 saisons, je me souviens dès la première saison on en avait parlé Thomas. De fou, c'est vrai. Ouais, m'a invité Pierre puis quand j'étais en train de quitter Paris, donc ouais ça fait 2 saisons et puis vu les 2 premières saisons vous avez fait un top travail, donc content d'être là. Trop bien, de toute façon je vais te présenter tout de suite. Avant ça, juste un petit mot pour le sponsor de cette vidéo, de ce podcast pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute. Cet épisode il est sponsorisé par Linksgarden. Linksgarden c'est une plateforme de backlink avec un service client ultra efficace. Ils ont 5000 sites qui sont exclusifs à la plateforme. Vous pouvez l'utiliser pour acheter vos liens et vous pouvez aussi déléguer vos campagnes à Linksgarden pour ceux qui n'ont pas envie de s'en occuper. Donc allez faire un petit tour, le lien il sera de toute façon dans la description, que vous soyez sur Spotify, Deezer, YouTube ou ce que vous voulez. Romain, du coup, à toi, je vais te présenter un petit peu. Tu as plus de 7 ans de SEO derrière toi. Aujourd'hui, tu es lead SEO chez Agicap. Alors ceux qui ne connaissent pas Agicap, c'est un logiciel de gestion de finances, c'est une licorne française qui est spécialisée SaaS B2B. Si vous ne connaissez pas, allez juste taper Agicap, regardez les contenus qu'ils font. Vous allez voir qu'il y a du très bon taf SEO qui est derrière tout ça. Vous avez eu un prix en plus, meilleure campagne internationale au SEO Campus 2022. Donc respect, bravo à toi. Surtout que tu as un beau parcours avec d'abord un passage chez Rakuten France. Donc ta spécialité c'était le e-commerce avant et maintenant tu es un petit peu plus spécialisé SaaS B2B. Avec notamment, on a appris ça avant, un petit passé d'éditeur de site autour du SaaS pour faire un petit peu d'affiliation, j'imagine. Et puis, point perso, tu habites dans ta campagne lyonnaise et puis tu es amateur d'activités outdoor, style running, kayak, survivalisme apparemment, carrément. Donc, en tout cas, voilà, bienvenue dans cet épisode de podcast. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, franchement, j'aurais pas mieux dit mieux moi-même, donc c'est top. J'ai commencé 3 ans agence, après Rakuten, après ici en SaaS B2B. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés avec Thomas à la base, parce qu'on avait fait un call pour parler de nos clients respectifs. Et c'est comme ça qu'on s'était connus, et puis c'est un domaine qui est assez spécifique dans le domaine du SEO, et donc c'est l'objet qui m'amène ici. Racontez-moi un peu cet appel parce que j'ai cru comprendre que Romain il avait été siphonné à l'issue du call. Ouais, en gros, je crois que je sais plus si c'était pour Play ou Love Mentor. Je sais plus pour quel client c'était ton côté, mais en gros, ouais, nous on avait déjà une équipe bien formée sur la partie SEO et puis on voulait faire un échange de compétences. Donc on s'est fait un call d'1 heure. Tu étais venu avec une personne qui avait en interne, je crois, Thomas. Ouais, c'est ça, exact. Et mine de rien, il y a pas mal siphonné, pas mal d'infos. J'ai pas eu le temps d'en poser 2-3 de questions, mais au final, c'était quand même super intéressant. Mais c'était premier échange avec Thomas, et puis j'ai vu que ouais, il donnait pas mal sur son levier, quoi. Donc. Yes, c'était très cool. Et puis on s'était recroisé au SEO Summit, j'allais dire, au SEO Campus l'année dernière. On était tous les deux speakers. J'ai assisté à ta conf d'ailleurs, qui était vraiment très bien sur la conversation. Donc on aura aussi des questions à te poser sur ce sujet.
Et je vous propose de commencer sans plus attendre par le premier format de ce podcast que tu connais sans doute, qui est la marmite du SEO. Marmite du SEO, quel est ce format? Tout simple, on va chercher à comprendre pourquoi tu es tombé dans la marmite du SEO et surtout pourquoi tu as décidé d'y rester avec le temps. Alors pour faire court, on a tous des profils atypiques, hein. On est dans un domaine du web marketing où on vient tous de domaines assez différents. Moi personnellement je viens de la fac, clairement je venais d'une filière de documentation. C'était une filière qui formait les bibliothécaires à la base. Moi je m'intéressais, j'étais quelqu'un de plutôt littéraire, je m'intéressais à l'infocom. Après j'ai viré infocom, en 3e année j'ai commencé à fréquenter des milieux, enfin j'étais un peu plus âgé puisque j'avais fait d'autres choses avant, j'avais fait de la charpente, etc. Et au final, des milieux, les Master 1, Master 2 m'ont emmené à un événement dans le Nord, à Lille, à Euratech, qui m'a permis de découvrir en fait des professionnels du SEO. Il y avait Yann Lemort à l'époque, il y avait Olivier Sauvage à l'époque, qui sont des pionniers, on va dire, du SEO, et qui sont des grands formateurs. Ça m'avait intéressé à ce milieu-là. C'était un peu seamless entre mon profil de fac et mon profil futur marketing, puisqu'en fait on s'intéresse à l'indexation des contenus sur le web, comment les moteurs de recherche s'y intéressent, etc. Et donc mes premières personnes à qui je me suis intéressé dans le domaine, c'est des gens comme Sylvain Perronnet. Par exemple, je vous conseille de regarder tous le Web Today de Sylvain Perronnet de 2017. C'est d'ailleurs une vidéo que je file à tous mes juniors, parce que ça permet de comprendre en 30 minutes comment fonctionnent les moteurs. Donc c'est comme ça que j'avais connu le SEO. Après, voilà, j'étais contacté par Roland de Brabant, qui dirigeait du coup Open Linking, maintenant devenu Noise. Donc j'ai fait 3 ans après en agence, j'ai fait full alternance dans ce domaine-là. Je savais que je voulais aller dans ce domaine-là, en parallèle de l'édition, parce que ça fait toujours du bien de voir autre chose. Et puis après, le parcours que vous connaissez, quoi. Excellent, bah, beau parcours en tout cas. Et du coup, tu vois, parce que je sais que c'est une question qu'on nous pose souvent, tu vois, entre agence et plus site e-commerce ou autre, ce qu'on appelle souvent annonceur en français. Tu vois, niveau apprentissage, qu'est-ce que tu conseillerais à un junior, tu vois, qui démarre et qui veut vraiment accélérer, tu vois, sa montée en compétences, on va dire? Ouais, évidemment, hein, tu le sais, à l'agence, c'est ça qui est plus formateur, tu as plein de clients, mais tu as aussi moins de moyens. Tu as moins de temps alloué, ce qui peut être très frustrant. Il faut aussi avoir une bonne synergie avec les équipes commerciales pour que ce qui soit signé soit en accord avec ce que tu fais, enfin, que ce soit atteignable en fait. Donc il y a tout un ensemble il faut qu'il y ait une belle corrélation entre les différentes équipes, une bonne communication, ce qui est parfois pas forcément le cas, mais c'est très formateur dans tous les cas. Et voilà, après j'avais envie de connaître d'autres. L'avantage quand on est in-house, c'est qu'on n'est pas en silo comme on peut être en l'agence. On peut fréquenter plus les autres équipes marketing, etc. sur un produit unique, ce qui moi m'intéressait et qui aujourd'hui me semble beaucoup plus en accord avec ce que je veux, quoi. Si là on te demandait est-ce que demain tu pourrais repasser en modèle agence, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te convenir? Ou t'es vraiment resté si je bascule en format agence, ce sera forcément en freelance, je pense. Il y a très peu de formats d'agence qui m'intéressent, ou alors peut-être des grosses agences avec des beaux clients. Je sais qu'il y en a, j'ai des confrères qui travaillent pour ce genre d'agence, et je pense que ça peut m'intéresser parce que du coup, ça te permet de voir des problématiques qui sont assez lourdes. Mais ouais, en tout cas, je suis ouvert à toute proposition. Monter une agence, je viendrai. Et justement, chez Agicap aujourd'hui, tu peux nous en dire plus un peu sur vos objectifs, ce que vous mettez en place, vos challenges en général? Chez Agicap? Ouais. Alors, chez Agicap, ouais, actuellement, le poste de SEO a été ouvert en 2021, sauf que la boîte est de 2016, donc c'est quand même très jeune. J'ai vécu pas mal de tribulations sur la formation de l'équipe marketing, sur le fait de comprendre quels sont les objectifs de chacun des leviers, parce qu'on est quand même maintenant 25 en marketing. Donc l'objectif donc tu as d'un côté les leviers marketing à la performance, paid, CRO, website, SEO, et les leviers, on va dire marketing plus brand, donc branding, on a une équipe studio en interne pour faire de la vidéo, etc. Donc le SEO aujourd'hui, avant c'était faire de la génération de leads pendant pas mal de temps, parce que tout simplement on voulait atteindre un maximum de personnes.
Et maintenant, on a un objectif qui est asynchrone entre nos pays nouvellement ouverts et nos anciens pays. Parce que sur nos anciens pays, on se rend compte qu'on a atteint quand même une majorité des entreprises qu'on doit toucher sur notre ligne de clients. Et donc l'objectif ici, c'est de faire un peu plus de brand awareness, de la rétention, du warm-up sur les anciens pays par rapport aux nouveaux pays où il faut qu'on atteigne de nouveaux clients. Donc ça veut dire des stratégies différentes, des objectifs différents et une mise en place qui est complètement différente, quoi. Tu peux pas nous dire ça à nous deux sans nous parler de ces deux stratégies. Ah bah écoute, ouais, tu veux que j'en aille un peu plus en détail? Avec plaisir, ouais. Bah écoute, du coup, quand on attaque de nouveaux pays, nous on a fait une stratégie qui est somme toute assez basique, mais qui nécessite un peu de cash, mine de rien. C'est de poncer un ou deux pays. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poncé la France sur plein de sémantiques, plein de keywords autour de la thématique de la finance d'entreprise, de façon à aller voir, d'obtenir de la donnée pour voir ce qui est vraiment générateur de business. Et donc l'objectif, parce qu'en fait, voilà, les données SEMrush à Ahref, c'est pas avec les CPC que tu pourras avoir sur ces outils-là que ça pourra suffire à voir ce qui va vous apporter du business ou pas. Donc nous, on a ouvert des pays, mine de rien, très rapidement. Pardon. Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne, UK, tout ça. Et on a décidé de servir de la France et de l'Allemagne comme des pays pivots où en fait on va tout tester et ensuite si ça fonctionne, on va répliquer ou pas. L'avantage, c'est que quand on a fait une levée de fonds, on a aussi obtenu pas mal de backlinks et pas mal d'autorités de base qui nous a permis en fait d'allouer beaucoup de budget à l'éditorial plutôt qu'au netlinking. Donc en fait, on est dans cette optique-là. En France, on teste et sur les autres pays, on réplique. Et maintenant qu'on commence à aller voir sur des marchés plus volumineux comme UK, US, c'est des marchés qui sont tellement plus des plus grosses bases de mots-clés. On commence à faire l'inverse, c'est-à-dire que le pays de base, ça va être les pays anglophones. Donc c'est quelque chose que je conseille à tous les SaaS qui veulent s'internationaliser, c'est d'avoir un pays pivot sur lequel vous allez poncer pas mal de requêtes et ensuite définir en fait un minimum viable product SEO, on va dire, où tu vas définir en fait ta masse de contenu minimum que tu dois avoir pour générer du business et ensuite rétro-ingénierer pour dire ça va vous coûter ça pour atteindre ça. Et ça, ben, tout simplement, les managers et puis les différents cercles décisionnels dans l'entreprise, ils adorent ça parce que ça leur permet de dire voilà, ça peut être atteint dans tel temps, même si c'est toujours compliqué, hein, il y a toujours une phase de tolérance, etc. Mais globalement, c'est quelque chose voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, en tout cas chez Agicap. Je ne sais pas si c'est la méthode parfaite. En tout cas, ça nous a été assez salvateur les années dernières. Je pense qu'il y a un point qu'on pourrait recruter qui pourrait intéresser, je pense, notre audience ici. C'est quand tu as parlé de poncer un pays, pour reprendre tes termes. Comment, justement, sur la partie sémantique, tu vas poncer un nouveau pays? Comment tu t'y prends? Quelles sont les premières étapes? Quels sont les outils? Si tu peux donner un petit peu ta structure, je pense que ça peut en intéresser pas mal ici. Ouais. Bah alors, je vais pas faire un cours théorique sur Bofu, Mofu, Tofu avec les théories, avec les matrices marketing qui peuvent exister. Mais globalement, en vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. En premier, tu as toutes tes thématiques, toutes tes sémantiques transactionnelles qui vont représenter 2-3% en vrai de ton trafic, mais qui vont générer beaucoup de leads en proportion, qui vont concerner, par exemple, si c'était un logiciel de comptabilité avec chacun des segments, logiciel de comptabilité par secteur, par type d'entreprise, par type de personnes adressées dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première des choses qu'il va falloir attaquer en premier, même si c'est la plus concurrentielle et que tu vas finir d'obtenir pas en premier en réalité. Et ensuite, tu vas aller chercher des sémantiques un peu plus éloignées, informationnelles. Il y a pas mal de personnes que vous avez reçues dans le podcast qui affirment quelque chose que nous, on a vécu, qui est le fait que en fait, la requête principale d'un outil, quand c'est un outil pionnier qui vient d'arriver sur le marché, comme Agicap ou les autres, t'as pas beaucoup de requêtes sur ta sémantique principale. Nous, par exemple, quand je suis arrivé, on avait 300 de recherches sur notre requête principale. Et donc, ce qu'il faut aller chercher, c'est ceux qui font des recherches liées aux besoins. On peut relier ça à ce qu'on appelle la demande gen sur d'autres leviers. La demande gen, souvent, c'est plutôt un terme qui est lié au paid ou au mailing ou d'autres domaines. Mais ça va être de faire comprendre à notre audience qu'on a un logiciel pour automatiser telle chose. Par exemple, nous, logiciel de trésorerie, notre sémantique produit principal, il y a 300 recherches dessus. Et tu en as 5000, 6000 sur prévisionnel de trésorerie, plan de trésorerie, qui sont en fait le modèle ancien
pour faire ça sur Excel. Et nous, ce qu'on a disrupté, c'est clairement Excel, comme beaucoup d'autres logiciels, comme Finari sur la finance personnelle, comme d'autres, etc. Et en fait, nous, il faut qu'on aille faire comprendre à ces gens-là qu'il y a un logiciel pour le faire. Et globalement, quand les pays commencent à être matures, on voit que la demande sur la requête principale commence à augmenter. Donc moi, j'appelle ça de la demande gen au final. Mais du coup, ça nécessite aussi de faire aussi beaucoup de CRO, beaucoup de conversions on-page, ce qui sort un peu de nos attributions base en tant que SEO, mais c'est de comprendre comment mettre des CTA, comprendre comment faire pour que le copywriting attire les personnes vers d'autres typologies de logiciels. Et du coup, voilà, tous les leviers, on en vient, tous les leviers sont connexes. Le SEO doit vraiment pas juste être centré sur sa propre liste de tâches. Il faut vraiment faire de l'entrisme avec les autres équipes. Et puis, je pense que c'est nécessaire, en tout cas dans notre domaine, ça l'a été. Voilà. Et justement, en termes de conversion, qu'est-ce que tu as appris alors tu vois là-dessus, peut-être ce que vous faisiez au début et ce que vous faites ensuite, tu vois, ce qui vous a permis de progresser. Surtout qu'on a pas mal d'épisodes qui ont parlé de conversion cette année, donc très curieux de savoir un peu, d'avoir un peu tes feedbacks là-dessus. Sur l'aspect juste conversion ou sur ce qui a fonctionné au global? Conversion, vraiment, ouais. Ok. Globalement, pendant pas mal de temps, ce qui est en fait en conversion, moi c'est mon point de vue, c'est rentable de faire des actions sur des pages qui sont vraiment déterminantes, donc généralement en fin de funnel, par exemple des pages démo où en fait tout ton trafic est emmené, parce que tout simplement le trafic est tellement volumineux qu'avoir un différentiel de 0,2, 0,3%, c'est là où c'est rentable par rapport à du 2-3% sur un article qui te fait 500 sessions mensuelles. Malgré tout, sur les blog posts, nous c'est notre premier apporteur de trafic, hein, le blog. Globalement, on essaie toujours d'avoir une méthodologie qui soit commune pour avoir des CTA qui soient identiques sur chacun des blog posts. Comme ça, quand on fait un changement dans la stratégie de conversion, on voit très rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a testé plein de trucs. Moi, j'ai un point de vue assez spécifique. Pour moi, les banners, les exit pop-up, tout ça, ça a très très peu d'impact. Je pars du principe que l'utilisateur, il sait exactement où il veut aller. Même quand il ne connaît pas ton produit, il sait l'information qu'il va chercher. Ce qui fait que tu peux pondre un article de 5000 mots qui doit être lu en 8 minutes, il va quand même rester 1 minute 30 parce qu'il va naviguer sur d'autres pages. Donc en fait, les conversions qui n'ont rien à voir et qui sont complètement pas pertinentes sur la page où tu es ne servent à rien. Donc de mon point de vue, il faut que ce soit des CTA qui soient terriblement seamless entre deux pages qui soient très proches. Donc les taux de conversion les plus hauts, ce sera vers une page blog post, vers les pages produits et fonctionnalités pour que la personne découvre ton produit. Tu vas avoir les 3 éléments les plus chauds de conversion qui vont être par exemple l'essai gratuit, la demande de devis ou la demande de démo qui vont être différents en fonction de l'alignement de ton SaaS. Moins le SaaS est cher, plus ils vont demander un essai gratuit, plus ça demande de l'onboarding et plus ils vont demander des démos parce qu'il faut être accompagné par quelqu'un en interne. Donc pour moi, de mon côté, ce qui fonctionne le mieux, c'est la conversion dans le contenu, dans le texte, avec des CTA qui sont les plus en lien avec le contenu. Donc nous, on est friands des ressources à télécharger par exemple. Mais ça pourrait être d'autres choses sur d'autres secteurs. Ouais, c'est hyper intéressant. Nous, c'est un point d'ailleurs qu'on était en train de creuser, tu vois, avec Live. On avait beaucoup creusé les pop-up récemment. On s'est dit que c'était pas le meilleur truc qui était fonctionnel. En revanche, là, tu vois, on s'intéresse pour, c'est des choses qu'on teste, donner accès aux personnes, en fait, un morceau de la formation pour mettre le pied, tu vois, dans l'expérience Live Mentor, vu que c'est des formations qui sont au-delà de 1 500 €. Et ça, on s'est rendu compte, en fait, tu as un principe de réciprocité. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et une fois que le gars a vraiment mis son pied chez toi, c'est à lui de donner à un moment, tu vois. Et c'est beaucoup plus pertinent que de pousser vers un sales ou de pousser vers quelque chose qui est un peu plus pushy et pas forcément dans son ordre d'idée à ce moment-là. Donc c'est vraiment de l'humain aussi, je pense, derrière la conversion. Ouais, ça me fait penser à un truc, c'est que, alors, je sais pas pour toi, hein, mais moi, ce que faisait Open Classroom sur l'impulsion entre les articles informationnels, la formation gratuite et la formation payante, je la trouve très fine et très intelligente la façon dont ils le font. Alors, je vois bien à peu près comment vous faites sur vos pages. Moi, il y a une chose que j'aimerais développer à terme chez Agicap, je sais pas comment tu vois la chose, c'est de plus en plus intégrer du contenu qui soit, on va dire, gated dans les articles. Donc, par exemple, je trouve qu'il y a des approches qui sont très, très fortes. C'est par exemple sur causal.app.
tu pourras voir dans des articles des sortes de frames, de iframe qui vont te permettre d'avoir l'outil directement dans l'article blog post. Et quand tu veux intégrer tes données, tu cliques sur intégrer les données, là tu as le form. Et en fait, plus tu as je trouve le produit qui met un pied dans le site Showcase, plus c'est puissant pour la conversion, parce que moins est éloigné le site Showcase et le produit que tu vends. Notamment, c'est d'autant plus important, je pense, quand c'est des outils que vos utilisateurs ne comprennent pas exactement ce qu'ils font parce que c'est des nouveaux outils sur le marché, tu vois. Enfin, je sais pas quelle est ta vision de la chose. Ouais, je pense que tu touches un bon point. Et là, du coup, je vais prendre un autre exemple. Je vais sortir de Live Mentor pour passer chez PlayPlay. PlayPlay, du coup, solution pour aider n'importe quel community manager à poster une vidéo pensée pour les réseaux sociaux. Mais là, pareil, c'est une solution qui est très chère pour le coup, qui est pensée vraiment que pour les gros groupes, donc c'est du B2B. Et ici, tu vois, on a plein de petites fonctionnalités typiquement sur lesquelles on peut ranker, tu vois, genre par exemple cropper un gif, cutter une vidéo, mettre du son sur une vidéo, etc. etc. Et tout ça, même pour les trucs les plus simples, en fait, historiquement, il fallait que tu demandes un test pour avoir accès aux gros trucs, tu vois. Mais là, de plus en plus, on est en train de se demander, ok, on va mettre du budget pour permettre aux personnes, en fait, parce que sur l'intention, sur Google, c'est ça, en fait, un mec qui va taper cropper gif, il veut pouvoir le faire directement, tu vois, pas de tester, demander un sel et après pouvoir le faire. Donc on s'est dit, ok, on va vraiment mettre du budget pour pouvoir le faire directement depuis le contenu, ou même depuis des articles, tu vois. Et je pense que c'est exactement celui, c'est mettre rapidement le produit en main pour qu'il puisse le tester et se faire une idée très vite, plutôt que de passer par X mille trucs, quoi. Ouais, une question que je me pose sur PlayPlay, c'est est-ce que c'est pas compliqué sur vos sémantiques de splitter, parce que c'est un truc qu'on a sur certaines lignes produits, on a des problèmes, de splitter les keywords qui font parfois référence autant à du B2C qu'à du B2B. Au sens où tu vas attirer une audience qui va à la fois vouloir chercher à cropper leurs GIFs pour aller mettre sur Twitter et aller chercher à cropper tu vois, leurs images pro, etc. Est-ce que c'est pas compliqué ou est-ce que je fais fausse route? Ouais, effectivement, c'est le sujet, c'est pas ce qu'il y a de plus évident dans le sens où effectivement il y a plein de personnes qui viennent sur, tu vois, on est même sur des requêtes comme percer sur TikTok ou autre qui vont beaucoup plus intéresser le B2C, mais maintenant on essaie vraiment de mettre le focus sur le B2B et on s'est rendu compte notamment que sur le marché US, il y a beaucoup plus de volume ou autre sur les requêtes B2B, genre, et par persona, tu vois. Comment faire des vidéos dans le healthcare, comment faire des vidéos dans tel ou tel domaine, d'aller vraiment, comme tu disais au début, par persona, pour essayer de toucher vraiment les requêtes que tapent les décideurs et moins un consommateur classique. Ouais, mais on a ce même problème sur la ligne de produit logiciel de paiement fournisseur, parce qu'en fait, logiciel de paiement, clairement, tu as logiciel de paiement pour le B2C et pour le B2B, ce qui fait que tu as un split dans les pages de résultats. On essaie toujours d'aller chercher les requêtes. Nous, tu as plus de 50%, basique, mais plus de 50% de B2B, puisqu'on cherche cette clientèle. Mais en vrai, je pense que c'est uniquement quand tu as de la donnée et que tu attires déjà du trafic que tu vois si ça attire ou pas. Et où parfois, une audience beaucoup plus restreinte va attirer tellement plus que c'est plus intéressant, parfois même sur des mots-clés qui ne sont pas dans les bases SEMrush à Ahrefs. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est uniquement quand tu es premier et que tu as déjà de la donnée entrante que tu peux le voir. Ouais. Complètement, c'est un vrai sujet. Yes. Ultra intéressant, en tout cas, sur la conversion, le fait de mettre un bout de ton produit. Alors, il y a pas mal comme on est sur les SaaS, notamment des SaaS SEO qui font ça. Alors, même si tu regardes Through de Samuel Schmidt, qu'on a accueilli la saison dernière dans le podcast, donc lui, c'est un outil pour t'aider à faire des contenus d'analyse de SERP et autres. Et en fait, il va te fournir gratuitement des compteurs de mots, comment compter des mots, le nombre de mots qu'il y a sur que tes concurrents ou sur la SERP. En fait, il va offrir des micro-fonctionnalités pour que les gens testent et pour que potentiellement ils aient déjà un pied dans ton outil, quoi. Et effectivement, quand tu as fait ça, tu te dis, ah ouais, en fait, moi j'ai besoin d'analyser toute la SERP, toute la page de résultats Google, et donc je vais payer l'outil potentiellement pour l'utiliser derrière, quoi. Ouais, sinon tu as les générateurs, tu vois, les générateurs de machin. Le plus connu en B2B, en vrai, c'est le générateur de factures à télécharger. Tu pré-remplis un champ, sauf que pour le télécharger, tu mets un form. Et là, tout simplement, les personnes considèrent que la plus-value que tu as à leur fournir ce document est plus grande que laisser leurs données. Donc, ils laissent leurs données. C'est généralement, tu as moins de pourcentage de personnes qui vont... Enfin, en pourcentage, tu auras une grosse audience, mais une faible... de bons clients, une coverage de bons clients. Mais c'est quand même super intéressant et moi j'aime bien voir les générateurs
Tu vas sur le site HubSpot, tu as plein de générateurs de machins. C'est plus aux US aussi. Moi, j'aime bien ce que fait QuickBooks, j'aime bien ce que fait. Et ça fonctionne trop bien, mais ça demande du temps de développement. Et donc, c'est souvent un peu plus coûteux sans réellement savoir dans quelle mesure ça va convertir, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a des cas très spécifiques. Même je le vois chez Ahrefs, tu vois, il y a plein de requêtes, genre SEO audit, audit, enfin semantic audit. On a aussi, tu vois, des technical audit, etc. Des mots-clés sur lesquels ils se positionnent à la fois sur un outil gratuit, en freemium, et à la fois sur un article de blog où ils vont donner un peu le process, etc. Et ça, il y a plein de mots où du coup ils opposent un peu, tu vois, la cannibalisation avec la diversification. Et sur plein de mots-clés comme ça, ben, on arrive à avoir un outil et un article de blog. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que sur ce genre d'intention, tu as les deux requêtes. Tu as le mec qui veut directement avoir son outil, avoir sa liste, et tu as le gars qui veut comprendre le process pour le faire et essayer de capter les deux intentions. Ça peut être smart. Mais il faut du budget pour faire ces outils gratuits. Il faut du budget, ou faut être pote avec les devs, ou faut... C'est ça. Très intéressant. Trop bien, du coup on va passer à la format suivant, donc c'est le pain sur la planche. Le principe du pain sur la planche, Romain, c'est de détailler un petit peu à quoi ça ressemble une journée SEO pour toi aujourd'hui chez Agicap, voire même une semaine. Voilà, raconte-nous un petit peu la journée basique, ce que ça donne. Ouais, alors du coup, je commence ma journée, je me connecte, je fais mes mails, je fais ça en début de journée. Après, je regarde les résultats sur 30 minutes. Donc, généralement, ce qu'on utilise, c'est Looker BI. Donc, c'est pas Looker Studio, hein, c'est Looker BI, ce qui a été racheté par Google, du coup, qui est un peu l'outil comme Domo. C'est vraiment un tool pour centraliser les connecteurs et puis mettre toutes tes données. Ces données-là, en fait, ça permet de regarder pas uniquement. Nous, on a centralisé à la fois les données SEO, les données de trafic, les données CRM. Et c'est un conseil que je donne, c'est vraiment de réconcilier chacune des sources de données de façon à ce que vous puissiez voir très rapidement sur quel endroit du site, une catégorie, une page, n'importe quoi, un keyword. Ce keyword-là vous apporte tant de trafic, avec telle position, avec tant de lead gen, de démos générées, de MRR, etc. Et ça, c'est la première chose que je regarde. Ensuite, pas mal de meetings parce que nous, côté SEO, en fait, je sais pas comment, enfin, dans tous les SaaS, je pense que c'est le cas aussi, faut faire l'entrisme avec les autres. Donc nous, on est très proche de teams comme, par exemple, la team website qui gère la gestion du site et l'infrastructure du site, la team en ce moment branding, avec la team paid aussi pour faire des échanges de mots-clés. Avec les équipes sales aussi, pour aller voir si les leads qu'on leur a apportés sont intéressants ou pas. Donc pas mal de meetings dans la journée, mais il faut maintenir vraiment un rythme et pas se centrer sur son équipe pour pas se retrouver isolé et pas avoir on va dire, faut vraiment que ce soit un consensus, le SEO, et que chacun applique les règles qu'on demande, même je conseille vraiment aussi de verrouiller le CMS de façon à verrouiller pas mal de règles. Mais voilà. Sinon l'après-midi... recherche de mots-clés. Là, actuellement, on recherche quelqu'un en tant que SEO Content Manager. Donc, en fait, ma journée, actuellement, elle est assez large. Je fais les contenus, je fais la commande de contenu, la réception de contenu, la gestion des freelances, sachant qu'on a à peu près 2-3 freelances par pays. Donc, c'est pas rien. Donc, petite annonce, on recherche un win SEO Content Manager sur un de nos pays en Europe, peu importe lequel. Et donc voilà comment ça se passe mes journées en ce moment. On bourrine un peu sur l'édito, on va rattaquer les campagnes link building. Donc c'est vraiment assez large. J'accorde un peu moins de temps en ce moment aux techniques. Généralement, ce qu'on a fait, c'est que en fait, un site SaaS, c'est pas comme un site e-commerce en vrai. Un site e-commerce t'automatise et puis tu as toutes tes pages qui appliquent. Un site SaaS, c'est beaucoup plus du page par page. Mais tu as des typologies de pages qui sont souvent définies en premier. Donc il y a moins de critères techniques au début, en gestion courante, ce qui fait gagner pas mal de temps. Donc voilà à peu près les grandes tâches du moment pour moi. Très bien. SaaS, ouais, je précise, et après toi je te laisse dire, SaaS, on l'a pas dit au début, hein, mais c'est Software as a Service. Ouais. Donc c'est un logiciel en gros, hein, c'est le terme anglais qu'on utilise sur ça. Mais vas-y Tom, pour ta question. Ouais, non, c'était un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, je trouve, sur ces 3 saisons du podcast. C'est la partie
Analytics, justement, parce que c'est un point qui est hyper important pour le SEO. Ça permet de ne pas naviguer à l'aveugle, justement. Et sans ça, c'est comme si on n'avait pas de boussole et qu'on était perdu en forêt. Comment tu t'y es pris? Est-ce que toi, tu t'es formé tout seul pour faire tout ça, du Locker BI, de l'analytique, etc. Est-ce que tu passes par des équipes en interne sur cette partie-là? Et quels seraient tes recos pour un consultant SEO, voilà, qui aimerait mettre ça en place pour des clients, pour le faire de la manière la plus simple possible? Ouais. Déjà, moi, je suis une grosse feignasse en termes analytics. Clairement, je me suis toujours basé sur des équipes qu'on avait en interne et ça me va très bien comme ça. Même s'il faut quand même comprendre comment fonctionnent les différentes sources de données, le modèle d'attribution, le modèle de contribution, etc. J'ai aussi ma manager, donc Céline Kiorazi, qui est Head of Acquisition, est très calée sur ces sujets-là, ce qui est vraiment salvateur dans notre domaine. Ça permet de challenger tous les leviers sans t'enfoncer dans de l'opérationnel. Donc il faut vraiment allouer dès le début un minimum de temps pour comprendre la donnée et mettre en place des dashboards. Sinon, après, tu auras une visibilité sur rien, tu auras du trafic, tu ne sauras pas ce que tu en fais, etc. Quand tu démarres une entreprise type SaaS, évidemment, tu ouvres ta Search Console, tu ouvres ton Analytics et tu as tes données CRM. La première chose que je conseille de faire, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de réconcilier la donnée. C'est-à-dire que tes données CRM, ils doivent être, je conseille vraiment que ce soit le modèle d'attribution. Toi, tu as sur GA4, tu as un modèle d'attribution et en CRM, c'est-à-dire les leads qui seront attribués une fois que ta personne a validé un formulaire, tu vas avoir un modèle d'attribution pour savoir qui est attribué sur un lead. Donc par exemple, si la personne est arrivée par le SEO, est ensuite partie par le paid et ensuite a été réactivée avec un mailing, la question c'est qui a activé le lead. Et donc il faut que ces différents systèmes-là soient alignés en termes d'attribution, sinon c'est galère. Il faut connaître aussi les avantages et les inconvénients de tel ou tel modèle d'attribution, si c'est du first touch ou du last touch, de façon à ce que dans le domaine des SaaS, vu que la user journey, donc le parcours utilisateur, est beaucoup plus long qu'en e-commerce. En e-commerce, les points de contact, nous, de notre base de données, de ce que je voyais entre Rakuten et Agicap, on a environ 5 fois plus de points de contact avant la conversion chez Agicap que dans l'e-commerce, où les personnes viennent 2-3 fois, ils regardent sur d'autres sites pour voir si un produit veut être acheté ou pas, et ils passent l'acte d'achat. Donc en fait, c'est d'autant plus important dans notre domaine de faire ce travail-là. Mais tout simplement, première chose à faire, quelles sont tes pages qui génèrent du lead? Tu connectes tout sur un Looker Studio ou peu importe lequel, et tu te mets tes données de trafic, lead et quelques données sales. Je pense vraiment qu'il faut avoir une vue sur concrètement, à partir du moment où tu envoies un lead au sales, il faut savoir comment ils les traitent, au bout de combien de temps ils les traitent. Et quand il y a des tribulations de leur côté, quand ça change un peu, il y a des variations, soit ils veulent plus traiter les leads, soit ils n'ont pas le temps, soit il y a des changements au niveau de l'équipe, il faut que tu aies une vue pour savoir si les leads que tu as envoyés, ils convertissent pas parce qu'ils sont pourris ou parce que l'équipe en interne ne peut pas s'en occuper. Donc moi, c'est aussi des KPI que je conseille vraiment d'intégrer au dashboard SEO. Donc par exemple, 2 choses simples. Le temps d'adresse, c'est-à-dire à partir de combien de temps un sales va contacter une personne, et des autres données, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont été contactées qui finissent en démo et le pourcentage de personnes qui ont fait une démo avec un no commercial qui va réellement signer. Parce que tu peux aussi parfois attirer des gens qui vont être intéressés par le logiciel et qui ne sont pas du tout dans la cible. Donc il faut quand même garder ces KPI-là en vue, je pense. Je vais préciser un peu sur les modèles. Du coup, le modèle d'attribution, c'est comment tu attribues une conversion. Modèle First Touch, le principe, c'est que tu vas attribuer cette conversion au canal d'acquisition qui a attiré la personne en premier. Parce que souvent, la personne, elle va faire une fois, elle va venir par le SEO, une fois, elle va venir par une ads, ensuite par une ads Facebook ou autre encore, par une publicité Facebook. Donc First Touch, tu attribues à le premier endroit où la personne a été touchée. Last Touch, là, tu vas dire que la conversion est attribuée au dernier canal d'acquisition par lequel la personne est passée, quoi. Et il y a d'autres modèles encore ensuite. Il n'y a pas de modèle parfait, je pense. Romain, je suis preneur de ton avis là-dessus. Il n'y a pas de modèle parfait, mais en tout cas, il en faut un pour pouvoir comprendre où tu mets tes efforts et où est-ce qu'il faut en mettre plus, quoi. Ouais. Il y en a quand même certains qui servent plus certains leviers que d'autres, mais voilà. Et aussi, le modèle de contribution, c'est un peu on va dire le niveau avancé. C'est-à-dire que quand il y a
4 points de contact, combien tu vas attribuer à chacun? Est-ce que tu vas attribuer 25% à chacun, ou est-ce que tu vas attribuer plus au premier et au dernier? Enfin, tout ça, c'est des sujets qui sont déjà plus avancés quand tu as déjà une entreprise avec des équipes qui sont déjà bien formées pour pouvoir avoir des données fines, quoi. Vous avez quoi comme modèle du coup aujourd'hui? Actuellement, on est en First Touch. On sait très bien ce que ça implique. Sachant que du coup, changer de modèle quand tu as des workflows qui sont complètement formés, que ce soit au niveau data, que ce soit au niveau CRM, c'est toujours un peu compliqué. Donc on part du principe qu'on sait très bien ce que ça sert et ce que ça dessert, ce que ça nous permet de voir ou pas voir. Nous, on attire beaucoup de new visitors, ce qui veut dire que quand on est en First Touch, tout simplement... puis en plus, il faut prendre en compte la législation, le RGPD, et donc le temps où on peut garder le cookie, et donc le temps où un visiteur qui est déjà venu sera considéré quand même comme un new visitor, parce que ça a dépassé ce volet RGPD. Donc en fait, faut juste en avoir conscience, et puis que les autres équipes soient au fait de ça. Mais en fait, on fait évoluer notre modèle d'attribution. Il y a des confrères dans le domaine des SaaS qui, eux, et ils ont 100% raison de le faire, c'est de toujours garder les différents modèles, d'avoir un même dashboard sur différents modèles pour voir le différence qu'il y a sur une même donnée, de lead gen par exemple, entre le modèle First Touch et le modèle Last Touch. Je sais qu'il y a des confrères qui font ça. Par exemple, sur GA, tu peux comparer, tu peux avoir différents modèles, tu peux switcher rapidement. Et donc, je pense que c'est super intéressant de faire comme ça, quoi. Mais on fait data par le SEO, hyper important, et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait pas trop abordé. Et même des trucs tout bêtes, ce que tu as dit là sur les sales, c'est hyper intéressant. Le fait, si par exemple, tu vois que tu renvoies ton CTA, marche bien en SEO, mais que derrière, il n'y a aucun sales qui convertit, peut-être que ton CTA n'est pas bon, ou que tu renvoies pas les bons leads, et qu'il faut voir autre chose, ou qu'il faut peut-être passer par une démo avant de renvoyer par le sales. Et c'est hyper intéressant. Et ça, c'est des données que tu as qu'en testant et qu'en faisant. Tu as beau avoir les meilleurs data studios ou autres. La data vient aussi en faisant par l'action, donc c'est hyper intéressant, et merci de le rappeler. Exactement, et une petite anecdote sur ça qui me fait marrer, c'est par exemple, nous on avait une page logiciel trésorerie pour association, tu vois. Sauf que association, des associations, ça paie pas. C'est pas forcément dans notre cible. Et au bout de donc moi j'avais pas envie de la retirer, PageRank, les raisons qu'on connaît, donc j'avais pas envie de la retirer, mais quand même il y avait le CRM qui commençait à se remplir de personnes qui n'étaient pas forcément 100% pertinentes, jusqu'à ce qu'on attire une association nationale que je pourrais pas citer, mais qui est vraiment une grosse association dans laquelle on remplissait à 100% les prérequis du logiciel pour faire de la trésorerie. Et donc là, à partir de ce moment-là, coucou Myrtille de notre équipe, on a rempli le prérequis d'être un SQL, donc un Sales Qualified Lead. Et donc ça valait quand même le coup de le garder. Donc en fait, il faut faire son choix entre des endroits sur ton site où tu vas pas attirer de trafic parce que c'est pas du tout pertinent, et certains où tu vas en attirer, mais il n'y a qu'un petit pourcentage de clients qui vont être intéressants. Donc il faudra filtrer par le CRM, mais pas par le levier SEO. Donc il faut vraiment avoir une vue full funnel et prendre des décisions face à ça. Ça va dépendre de chaque entreprise, chaque secteur, voilà. Hyper intéressant. Ouais. Je vous propose de lancer la roulette. La roulette du SEO. Est-ce que tu connais la roulette du SEO, Romain? Ouais, un peu, ouais. Des petites questions? Des petites questions, exactement. Bon, il n'y a rien à tourner, vu qu'on est en visio, donc on s'est permis de les tirer au sort en avance. C'est ce qu'on fait là sur tous les épisodes de la saison 3, c'est plus simple. Et du coup, tes questions sont prêtes, elles sont là face à moi, et on va commencer par la première. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que ça permettra de rajouter un petit mot sur le sponsor de cette vidéo. Quelles sont aujourd'hui, toi, sur un marché concurrentiel B2B, ta stratégie en termes d'achat de liens et également, si tu peux la mettre en exemple par rapport aux liens organiques? Est-ce que si vous avez beaucoup vous en cherchez, est-ce que tu as une strat de netlinking un peu plus à la mano? Comment vous voyez la chose chez Agicap? Ouais. Pour moi, il y a 3 strates link building sur ce genre d'entreprise. C'est premièrement, nous on a eu pas mal de retombées RP, donc en fait on peut très bien aller chercher déjà les médias qui nous ont mentionnés, par exemple suite à la levée de fonds.
et ensuite leur demander de faire un lien, ou voir avec notre équipe partnership, parce qu'on a une équipe qui s'occupe des RP, pour dire écoutez, vous avez un deal avec tel ou tel partenaire, demandez-leur juste de faire un backlink, parce qu'au final, par rapport à ce que ça leur coûte, ils vont dire ok, vas-y, on leur fait un backlink, ça ne nous coûte pas grand-chose en plus. Donc ça, c'est premièrement, c'est pour avoir des gros liens. Deuxièmement, on est dans un univers fintech dans la tech, où en fait, il y a beaucoup d'autres logiciels. Je ne pourrais pas les citer, mais d'autres confrères en startup qui acceptent de faire très rapidement du lien bilatéral. Moi, je fais du lien bilatéral. Désolé, je sais ce que ça vaut. Je m'en fiche. Too big to fail, ça fonctionne trop bien. Et une fois que tout ça a été poncé, on fait quand même de l'achat de liens sur des sémantiques qui sont très spécifiques. Sauf que moi, sur cet aspect d'achat de liens, je fais une partie achat de liens PBN, on va dire, et une partie, on va dire 20% sur du Ninja Linking. D'ailleurs, la part de budget que j'alloue au Ninja Linking commence à augmenter parce que je trouve que l'efficacité de ce genre de lien par rapport au prix, le ROI est plus facilement obtenu avec ce genre de lien. Mais ça, c'est dû à une évolution, du fait qu'il y a pas mal de PBN qui commencent à être poncés dans le domaine de la finance. Sur certains pays, c'est très compliqué de trouver des liens. En Allemagne, par exemple, les liens, c'est x2,5 sur le prix et c'est dur d'en trouver. Donc, ceux qui montent des PBN, faites des PBN finance Allemagne, s'il vous plaît, ça m'aiderait pas mal. Et au final, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça dépend des stratégies, mais globalement, vu qu'on essaie d'avoir un calcul de ROI sur chacune des choses, on lance un budget et on voit combien ça nous aura amené tout le temps. Il n'y a aucune stratégie lancée par défaut. Donc c'est comme ça qu'on fait globalement. Ouais. Et tu le répartis comment ce budget du coup? Tu as dit que tu mettais une plus grosse partie Ninja Linking, donc on va dire, allez, peut-être, je dis à la volée, 40% Ninja Linking, le reste ça va être aller du 20% RP média, le reste c'est quoi? C'est de la plateforme de lien, comment tu t'y prends? Enfin, comment tu répartis un peu ton budget? En vrai, c'est 80% achat de liens PBN en fonction des différentes plateformes. Il y a des plateformes qui peuvent t'en fournir à l'international. Tu as du e-referral, il y a un gros. Tu as une grosse équipe internationale qui s'appelle Seeder, qui en fait est une sorte d'intermédiaire qui fonctionne avec des opérateurs locaux. Et après, en local, donc ceux en France qu'on connaît. Et donc, je fonctionne généralement avec 2-3 partenaires. Mais 80%, ouais, PBN. 20% Ninja, et en vrai, les partenariats avec des sites, c'est vraiment au fil de l'eau et en fonction de ce qu'on pense pouvoir achieve. Voilà, c'est à peu près ça la répartition, mais c'est que sur des pages où on sait, alors qu'on ne pourra jamais obtenir plus grâce à l'édito, et où on sait que ça génère déjà du business. Donc c'est soit, d'ailleurs on fait ça parfois pour maintenir des positions justes, donc voilà. Je vais te dire un petit mot du coup pour le sponsor. Après, j'ai un petit conseil, une petite question pour Romain. Donc, sponsor de cet épisode, c'est Links Garden. Donc, c'est une plateforme d'achat de liens, c'est ce que je vous disais. Donc, vous pouvez l'utiliser pour acheter vos backlinks. Gros avantage aussi, derrière, ils ont un service client ultra efficace. 5000 sites qui sont exclusifs aussi. Donc, là-dessus, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et ça, c'est vrai que, comme on parle un peu de stratégie organique versus payante, l'avantage quand tu achètes du lien, c'est souvent que tu gagnes un petit peu de temps. Tu vas sur une plateforme, tu vérifies les liens, tu achètes ce que tu veux et ça va assez vite. Et ça te permet aussi de gérer la vélocité à laquelle tu vas avoir des liens. Là où le gratuit, tu vas contacter quelqu'un, il va peut-être te dire « ouais, je vais le faire ». Mais en fait, un mois après, il ne l'a pas forcément fait parce que le responsable marketing a 10 000 trucs à faire. Là où, effectivement, là, quand tu fais de l'achat de liens, tu choisis la date et ça te permet un peu de gérer la vélocité, quoi. Et justement, on parlait un peu… Quelque chose que j'ai remarqué, moi, c'est qu'autant avoir un lien, tu vois, si tu contactes une PME qui fait du carton en Alsace, je dis un truc au pif, et souvent, ils n'ont pas de responsable marketing, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir aller toucher le site rapidement ou autre encore. Là où quand tu vas un peu dans des milieux un peu plus tech, sans aller voir ton concurrent non plus, mais typiquement, vous, logiciel de trésorerie, tu vas peut-être pouvoir aller voir, je sais pas, un Finari ou d'autres boîtes comme ça qui sont aussi des startups, même un Yomoni qui vend des assurances vie ou autres, qui vont être un peu sur le sujet de la finance. Et assez facilement, tu vas pouvoir avoir du lien parce que eux, ils ont toute une équipe, très souvent, il y a toujours des cas particuliers, mais ils ont toute une équipe, ils sont vraiment dans le web, dans la tech, donc tu peux un petit peu plus facilement avoir des liens là-dessus, quoi. Et tu parlais, Romain, du coup, d'échanges bilatéraux, donc je pense échange de liens, c'est ça que tu voulais dire.
Qu'est-ce que tu mets en place un peu là-dessus? Comment tu sélectionnes? Et puis, est-ce que ça marche ou faut pas faire ça, ça marche pas? C'est en fait, alors déjà ce que tu avais dit juste avant, je reviens vite fait, super intéressant ce que tu disais parce qu'en fait, évidemment, en finance, tous les produits des produits finance évoluent, chacun de leur côté. Donc en fait, un partenaire qui était précédemment partenaire peut devenir un nouveau concurrent 2 mois plus tard parce qu'ils ont un nouveau produit et que nous, on est sur la même ligne. Et donc après, voilà, tu as des personnes dans le management qui viennent te dire, bah, écoutez, pourquoi vous faites un lien vers un de nos concurrents? Parce qu'on n'était pas concurrents il y a 2 mois. Donc c'est super intéressant. Donc il faut avoir une vision produit qui est quand même assez clean pour se dire, dans 2 ans, on va être là. Donc ce ne sera pas un concurrent pendant pas mal de temps et faire des partenariats avec. Et au pire, tu mets des clauses de, voilà, si on est concurrent, et ben écoutez, on annule. Et pendant 1 ou 2 ans, ça te sert le lien. Et puis voilà. Après, pour sélectionner les liens, globalement, autorité du domaine, moi je vais toujours chercher des gros sites. Généralement, maintenant, j'aime bien aller chercher des US parce que tout simplement, les sites US, ils sont pas encore concurrents de nous. On est concentré sur le marché Europe-Ouest et ça peut être des personnes qui sont des gros sites. Par exemple, là, on était en échange avec Sage, on était en échange avec d'autres gros sites pour faire des gens. Donc, moi, je préfère passer du temps à travailler avec un partenaire. Certains, d'ailleurs, ont plusieurs sites, donc on peut faire du triangulaire parce que ça rassure pas mal de SEO suite aux pénalités historiques. Mais globalement, ça me rappelle un thread sur Twitter. Mince, je sais plus qui l'avait lancé. Sur une personne qui affirmait que tout simplement, et de 1, le nombre de pénalités ou d'évaluation simple des liens grâce aux liens bilatéraux, beaucoup moins risqué qu'il y a quelques années, que ce genre de pénalité est beaucoup moindre. Et en plus, sur les sites too big to fail comme Agicap, avec une bonne autorité, on avait beaucoup moins de risques. Sachant que nous, on fait ça avec parcimonie, que notre profil de lien, pourcentage d'encre, etc., tout ça, on respecte à 100%. Mais quand on compare le ROI d'un lien fait en bilatéral avec un gros site, en comparaison avec une campagne à 2K, par exemple, eh ben, je vais choisir le premier. Parce que je trouve que ça pose plus. Je regarde toujours en plus depuis les logs, depuis le positionnement. On fait toujours ça sur des pages qu'on n'a pas modifiées depuis pas mal de temps, comme ça le ranking ne bouge pas. Et le gap qu'on obtient, c'est uniquement grâce au lien, pour pas être lésé avec d'autres éléments externes. Et clairement, en fait, ça va dépendre. Je vais adopter la méthode, on va dire, Poitevin, puisque vous l'avez reçu récemment. Ça va être, faites le plus de liens en bourrin, en mode gros RD. Et en vrai, moi, j'ai arrêté de faire des stratégies T1, T2, T3. J'envoie tout sur mes pages à Monette. Et c'est ce qui permet d'avoir une gestion de projet plus simple et avec un ROI meilleur. Mais en revanche, vraiment, faut calculer le ROI de chacune de vos campagnes pour que vous puissiez voir que en fait, la différence qu'il y a entre ce que vous allez payer avec des liens RP, PBN, Ninja, le ROI de chacune de ces typologies va être complètement différente. Et vous serez étonné de voir si on calcule le ROI de chacun, si vous faites des campagnes séparées. Parce que les gros RP, le Figaro, etc., ça sert à rien, ça envoie que dalle. Et les PBN commencent à un peu, je trouve, de mon point de vue, dans notre domaine, s'essouffler par rapport à des stratégies de ninja linking. Mais bon, cette dernière stratégie, il faut des petites mains. Donc c'est quand même assez long à mettre en place. Hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on se disait hier, tu vois, avec Léo dans l'épisode d'hier. On pourrait aller voir pour ceux qui nous écoutent sur la chaîne. Mais effectivement, il suffit aussi de regarder. Moi, personnellement, avec Live Mentor, j'en ai fait la masse des liens bilatéraux. Et je pense que tant que ces liens sont quali, qu'ils ont des grosses autorités, qu'ils ont du trafic, qu'ils ont des mots-clés pertinents par rapport à toi, et que ton profil de lien de base, il tend beaucoup plus vers le naturel, alors tu peux te permettre entre guillemets, de le salir un petit peu parce que tu as déjà une très bonne répartition. Puis oui, je sais qu'il y a plein de SEO qui disent bah non, c'est réciproque, donc il y a de la pénalité. Tant que c'est quali, tant que c'est pas fait aussi à longueur de journée, et tant qu'il y a aussi d'autres liens qui tombent et qui sont pas que des réciproques, je pense que ça fait sens. Et je rebascule du coup sur la répartition tout à l'heure. J'ai 2 mini-questions qui ont spoté. La première, c'est par rapport au ninja linking. C'était tout simplement par quelle plateforme tu vas passer, comment tu t'y prends, est-ce que vous avez des équipes pour le faire ou est-ce que tu passes par une plateforme? Et l'autre, c'était pareil sur la partie PBN, est-ce que tu passes par un réseau privé ou est-ce que tu utilises des plateformes aujourd'hui à ce niveau-là? Ouais.
Côté Ninja, en France, hein, on en connaît deux principaux avec qui j'aime bien travailler. Il y a Samuel Humpé de Shinobi et il y a Ouais. Axel Gueno de ninjalinking.fr. Ça, c'est les deux principaux que j'utilise. Pour l'instant, ils n'ont pas encore épuisé tous leurs spots, ils font de l'international, donc je suis très satisfait. Et après, si ils ne couvrent pas tout, allez sur Black Hat Forum et il y a toujours des personnes qui sont prêts à proposer ce genre de prestats sur des pays notamment qui ne sont pas couverts par ces deux premières personnes. Mais globalement, c'est comme ça que je fais. La deuxième partie, c'était quoi déjà, pardon? C'était sur la partie PBN. C'était si Ouais, tu passais en privé ou par des plateformes. alors c'est compliqué parce que du coup, sur la finance, certains pays, franchement, on est obligé de passer par plein de plateformes et il n'y a que 10 spots. Donc en fait, tu ponces très rapidement les catalogues. Mm. Euh, on a fonctionné, nous, avec, alors, première place. On a fonctionné avec, alors, majoritairement e-referrer, clairement. On a fonctionné avec l'équipe Seeder internationale. On a fait du Links Garden. Donc on a testé plusieurs plateformes. Et après, il faut savoir aller. Ce sera pas comme ça sur tous les secteurs, hein. Moi, je préférerais avoir un seul prestataire où tu Mm. mets toute ta prestation d'un coup. Et après, il s'occupe la personne de gérer la campagne. Dans l'état actuel, sur notre niche, c'est pas possible. Donc on est obligé d'aller chercher plusieurs prestats. Chaque site a des prérequis différents. Moi, j'aime bien les sites quand même, mine de rien, qui t'offrent la possibilité de mettre 2 liens, même si c'est dilué. Ça me permet de couvrir plus de pages différentes avec un temps de gestion de projet qui est plus simple. J'ai pas envie de gérer la gestion de rédaction en interne, donc je préfère payer le prestataire pour qu'il puisse faire la rédaction. En revanche, je suis assez chiant sur la rédaction. En vrai, moi, les contenus de 300-400 mots complètement pourris par IA, c'est pas trop mon délire. Je trouve que ça pousse plus avec des vrais contenus, sans forcément avoir besoin de ranker la page. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Après, ça nécessite mine de rien pas mal de temps de gestion en interne. Et donc, c'est un peu la variable d'ajustement quand même, mine de rien, le link building de notre côté, puisque c'est la dernière étape pour positionner une URL. Voilà. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai toujours tendance à faire. Tu vois, quand tu achètes un lien, tu vois le contenu de 400 mots, bon, il va pas y avoir trop de sémantique, ça va pas forcément pousser, donc payer quelques euros en plus, c'est pas très cher en général de payer plus cher pour avoir un bon article optimisé sémantiquement. Moi, j'ai même tendance à proposer le titre du contenu, proposer le sujet. Même très souvent, je demande aussi du maillage interne. Je dis, ben voilà, est-ce que vous pouvez mettre un lien depuis telle page ou telle page? Ça te prend un peu plus de temps, mais derrière, je trouve que c'est gagnant souvent, quoi. Et tu parlais des encres aussi. Comment tu répartis du coup quel choix tu fais pour la répartition des encres, Romain, du coup? Sur les gros sites, partenariats bilatéraux, etc., full optime, enfin full mot-clé exact, je m'en fiche parce que de toute façon c'est dilué avec les autres liens du site. Sur le PBN, je garde quand même un 15% optime, on va dire 85% des optis. Et ensuite sur du Ninja, à peu près ce même ratio-là. Après, franchement, ça va dépendre de combien de mots-clés je vais attaquer par campagne. En général, j'en attaque jamais plus de 4-5. Et nos campagnes sont faites de façon trimestrielle. Parce que, évidemment, comme tu le disais, Ninja Linking, ça peut mettre 2-3 mois à être fait finalement. Donc c'est mieux, je pense, de fonctionner au trimestre. On reste sur du 15%, 85%. Même si j'ai pas mal de confrères qui me disent vas-y, porte vas-y, fais-en plus, ça sert à rien d'être aussi sécure. Ouais, je reste quand même sécure. Voilà. Excellent. Bon, du coup, la question suivante qu'on a tirée à la roulette, c'était raconte-nous ton pire souvenir en SEO, en référencement naturel. Mon pire souvenir, c'était quand j'étais chez Rakuten, en travaillant en marketplace. Globalement, ce qu'on faisait chez Rakuten, c'est qu'il y avait un SearchDex. Donc Rémi Nestasio en avait pas mal parlé puisqu'il avait fait une conférence pas mal remarquée aussi au camp pour indiquer que donc du coup le SearchDex c'est quoi? C'est quand vous avez une barre de recherche dans un site e-commerce, l'objectif c'est d'ouvrir à Google ce genre de page générée par les recherches de moteurs internes
pour les indexer, ce qui permet d'avoir une plus grande volatilité, on va dire une plus grande vélocité d'ouverture de page par rapport à des pages catégories ou fiches produits que vous ne pourrez pas aller truster. Ça permet de truster par exemple toutes les synonymies, toutes les variations de produits ou des produits que vous avez qu'un faible volume et d'aller chercher de la longue traîne comme ça. Sur certains sites, ça pouvait arriver d'être mal géré ou d'être un peu plus, on va dire, d'aller chercher une grande coverage pour ça. Et c'était le cas notamment sur certaines lignes de produits de Rakuten, où on allait truster des produits qui n'étaient pas forcément très moraux. Et donc en fait, je vous conseille tous d'aller voir dans Ahref, SEMrush, les mots-clés qui sont trustés par les grosses plateformes marketplace en général. Et souvent, vous allez tomber sur des pages qui sont générées parce que en fait, le SearchDex, comment on le génère, parce que c'est sur des millions de pages, clairement, c'est basé sur le fait qu'on considère qu'on ait par exemple un certain volume de produits sur la page pour pouvoir l'ouvrir, qu'on ait un certain revenu qu'on peut en tirer sur les produits qu'on vend dessus, sinon ça sert à rien si c'est des produits sur lesquels on ne fait pas beaucoup de marge. Proximité sémantique avec le titre des fiches produits, ça peut être basé sur pas mal d'éléments. Et quand un SearchDex est ouvert trop rapidement, c'est très difficile après de revenir parce qu'il va falloir refiltrer toutes les URL, envoyer des 410 et faire un travail de rétro-engineering qui est pas ouf. Et on avait fait un gros travail. C'est un bon moment comme un mauvais moment parce qu'on y a passé des mois et des mois. Malgré tout, le nettoyage de ce SearchDex, d'ailleurs si vous regardez l'évolution du SearchDex de Rakuten, on a baissé en volume de page mais on a augmenté en visibilité sur ce répertoire. Il y avait beaucoup de mots-clés qui étaient vraiment pas pertinents ou parfois même qui peuvent être dangereuses, parce que par exemple si on se positionne, c'était le cas par exemple de Carré Blanc, Rue du Commerce, il y a quelques années Rue du Commerce s'est pris une amende de 60 000 €, tout simplement parce qu'ils ont ouvert des pages sur Carré Blanc alors qu'ils ne vendaient pas de produits, c'est tout simplement illégal. Et donc tout ce qui est assemblage de mots-clés, de produits illégaux, de thématiques un peu touchy, de thématiques où en fait le produit vous le vendez pas, tout ça il faut les dégager du SearchDex le plus rapidement possible et prendre le temps de le faire. Et donc c'était un moment pas très agréable parce qu'on a passé énormément de temps à nettoyer des listes de pages, c'était pas super intéressant et c'est des thématiques un peu touchy, donc voilà, c'était pas forcément super agréable. Trop bien, intéressant et belle anecdote que tu as bien étayée, c'est cool. On va enchaîner avec la troisième question et la dernière qui est toute simple. C'est quoi ton meilleur conseil SEO pour 2025? Ah ouais, attends, c'est vaste. Le meilleur mon meilleur conseil SEO. Si tu peux en donner qu'un seul, pas forcément le meilleur, mais un gros conseil important selon toi pour 2025. Data centrique, regardez la donnée, basez-vous uniquement sur ça. Hier, on était je parlais avec Léo sur un post où tu as des sites comme SearchPilot qui font par exemple des tests très succincts. Alors, ça peut pas forcément être généralisé partout, mais globalement, ça peut vous donner des réponses sur en fait le fait que les années précédentes, en SEO, on avait des priorités qui sont plus forcément celles qui sont là aujourd'hui. Et on a beaucoup d'a priori sur notre priorisation des tâches par rapport à ce qui est réellement fait. Et encore moi aujourd'hui, il faut lutter contre les a priori, lutter contre ce qu'ont fait les SEO il y a 5 ans, parce qu'aujourd'hui c'est plus forcément valable. Et donc le niveau de priorisation n'est pas forcément le bon. Et je pense que les SEO sur le marché, ils gaspillent énormément de temps parce qu'on a du mal à anticiper sur des projets où en fait parfois on n'a jamais lancé de projet sur une thématique spécifique. Et donc on ne sait pas quel impact va être. Faut vraiment se baser uniquement sur la donnée. Donc à partir du moment où vous lancez un projet, vous savez exactement quel KPI vous allez suivre et vous reportez sur ça, même par manque de temps, même par machin, il faut prendre le temps de le faire. Et puis en fait, ça va, vous allez voir le SEO complètement différemment parce que vous allez avoir un autre métier dans le pipe, quoi. Très cool, très cool. Et tu as des exemples de trucs, tu vois, qu'on faisait peut-être il y a 5 ans, comme tu disais, et qui aujourd'hui ont peut-être plus d'impact. Tu pensais à un truc en particulier? Bah, tu vois, par exemple, là récemment, Léo il disait, mais il voulait absolument qu'on ajoute dans son ancienne boîte, il voulait absolument ajouter les métadescriptions. Sauf que les métadescriptions, aujourd'hui, ça c'est un cliché parce que aujourd'hui Google en réécrit plein et qu'en plus il y a plein de tests qui ont été menés pour
pour montrer qu'en fait, celles qui sont réécrites par Google, ou entre celles qui ont été complètement intégrées par le site et celles qui sont réécrites par Google, il y a un CTR qui est légèrement plus haut pour celles qui sont réécrites par Google. Pour montrer qu'en fait, nous, ce qu'on fait en tant que travail SEO, c'est pas forcément plus... ça fait penser à Perfmax chez Pay d'ailleurs. C'est pas forcément plus quali, et je pense qu'on peut commencer à donner la main sur Google sur ce genre de choses. Et il y a d'autres éléments, par exemple, tu vois, moi, chez Agicap, quand je suis arrivé, on a mis en place une refonte du blog où j'ai intégré par défaut des balises de dernière date d'intégration et date de dernière modification, qui sont des balises qui se répercutent du coup dans schema.org, donc des balises de données structurées qui permettent à Google de voir exactement quel article a été publié quand. C'est un indicateur de fraîcheur du contenu, ce qui est super important pour nous en finance, parce que comme les normes légales et comptables changent, il faut absolument qu'on ait des contenus qui soient frais. Donc j'ai mis ça pour être transparent dessus. Searchpilot, pareil, a fait une étude sur la suppression de ce genre de données et analysé en gros que les pages qui n'en contiennent pas, ou depuis que ça n'en contient pas, pouvaient être considérées, enfin c'est comme ça qu'ils l'ont interprété, pouvaient être moins sujets à l'obsolescence de positionnement dû à la fraîcheur. Parce que Google ne voit pas quand il a... Enfin, il ne voit pas. Il sait quand il l'a intégré en première dans son... Mais il ne voit pas exactement la date de dernière modification, etc. Ce qui fait qu'ils avaient moins de déperdition et leur contenu était considéré peut-être comme, c'est comme ça qu'on l'interprète, un peu plus evergreen sur des sites où il n'y a pas la date de dernière modification. Donc ça, c'est des trucs qui sont complètement contre-intuitifs. C'est à prendre avec des pincettes parce que c'est toujours un test qui a été fait dans un certain cadre pour un certain typologie de site. Néanmoins, ça met à mal pas mal de clichés et d'éléments qu'on veut mettre en place. Voilà. J'en ai pas trop en tête en tout cas. C'est pas mal là. Déjà très bien. Et puis je me souviens du post de Léo qui disait qu'il avait perdu son premier job à cause de ce facteur, qu'il n'avait pas rempli justement les métadescriptions et qu'il y a eu un entretien à cause de ça et tout. Et effectivement, ouais, tu te dis merde quoi. Mais c'est clair. En vrai, à chaque fois que je regarde un contenu, moi, perso, c'est jamais la méta que j'ai mis. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, exactement. tu te questionnes sur son intérêt. Trop bien. Je pense qu'on peut passer au dernier format. Ça fait déjà une bonne heure qu'on discute. On a encore des choses à dire sur cet avant-dernier format, parce qu'il y aura un audit de site, mais ça se fera en asynchrone sur une autre vidéo. Donc on va tout de suite passer au quatrième format, qui est la crème de la crème. On va s'intéresser davantage à ta spécialisation. Donc pour ça, on a préparé 4 questions avec Lucas qu'on va te poser. La première question qu'on a préparée, c'est quels sont les conseils que toi, Romain, tu donnerais à quelqu'un qui veut mettre en place une stratégie de contenu pour un SaaS? Bon, on a déjà parlé de la partie poncer les pays, pour reprendre une fois de plus le terme sur un outil qui est notamment international. Est-ce que tu pourrais donner d'autres conseils au-delà de ça? Ouais. Alors déjà, travailler à fond les pages produits, fonctionnalités, tout soit optimisé. De façon à être positionné sur logiciel 2 plus chaque ou service 2 ou plus chaque verticale centré évidemment sur votre client idéal. Ensuite, une fois que vous avez ça, il y a différentes typologies de pages qui vont être intéressantes, mais qui vont dépendre du site sur lequel vous êtes. Le type de page qui est le plus sous-estimé de mon point de vue, c'est les pages comparatives et alternatives. C'est les pages quel est le meilleur logiciel 2. Ça, c'est des pages qui fonctionnent trop bien. C'est des pages aussi, on a discuté avec François Dragon au SEO Camp, où il disait, mais en fait, plus une page de résultat Google est mature, plus Google aura tendance à te montrer des pages, quel est le meilleur, nanana. Donc, les sites d'affiliation. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir une page produit logiciel 2, donc par exemple votre homepage qui va dire vous êtes un logiciel de comptabilité, et avoir une autre page logiciel de comptabilité, quels sont les meilleurs logiciels de comptabilité. Ce qui fait que quand une page va commencer à devenir mature dans Google, il va y avoir un switch, mais tu auras quand même une page pour pouvoir lui présenter. Après, il faut voir qu'il n'y ait pas de problème de cannibalisation, mais globalement, c'est les deux typologies de pages qui sont les plus importantes, les pages produits, les pages comparatives. Après, il y a aussi les pages alternatives, si vos concurrents sont des gros. Ça vous permet de quelle est l'alternative à, par exemple, Sage, QuickBooks ou d'autres. Et ça peut fonctionner très bien, mine de rien, même si c'est des audiences qui sont très basses. Donc dans SEMrush et Ahrefs, vous aurez très peu de volume de recherche. Il y a aussi les pages intégration. Il y a certaines typologies de logiciels où l'intercompatibilité, le fait de pouvoir connecter votre logiciel à un autre, donc par exemple dans le logiciel de finance, il faut pouvoir connecter généralement à un logiciel de comptabilité pour pouvoir envoyer les données.
ou d'agrégateurs bancaires ou autres. Ça va être les thématiques, comment connecter votre logiciel de façon à pouvoir... et parfois, ce genre de page va vous positionner sur le mot-clé principal de votre concurrent. Vous avez une page, je sais pas, Agicap X, celle-ci, vous allez être en première page sur celle-ci, tout court. Donc en fait, c'est super intéressant. Ça fait un peu de co-branding, je trouve, dans la SERP, ce qui est très sympa pour la réassurance. Donc ça, c'est quelque chose à faire. QuickBooks, par exemple, aux US, ils sont à peu près à 5% de leur volume global de trafic sur ça. C'est pas beaucoup, mais la valeur de ce trafic est 3 fois plus élevée que le reste de leur page. La valeur de leur trafic estimée sur Ahrefs, c'est la somme des CPC. Mais du coup, c'est des pages qu'il ne faut surtout pas sous-estimer à mon sens. Les plus gros sites font du programmatique, c'est-à-dire qu'ils mettent un widget pour faire un marketplace où ils ont toute leur base de données de trucs intégrables, et une fois que c'est optimisé, ça fonctionne bien. Et puis après, le plus gros des pages, c'est des pages blog post sur page définition. Qu'est-ce que c'est que un compte de résultats et comment le mettre en place et quelles sont les intrications pour mener à votre logiciel. Ça, c'est le plus gros du trafic. C'est ce qui attire le moins de conversion, mais c'est le plus gros du trafic. Et donc, il faut truster tout ce panel-là, je pense, pour mettre en place une stratégie au tout début, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est vrai, et d'ailleurs, je le voyais avec PlayPay sur le Sphere US. Il y a full article listicle, tu vois, c'est best, machin, X best. Et c'est vrai qu'il y a énormément de pages compas, énormément d'alternatives. Je me rappelle aussi SEMrush, ils se sont positionnés sur full page alternative. Et c'est vrai que ça n'a pas attiré un gros trafic, mais c'est un trafic qui est hyper qualifié, hyper navigationnel. Donc c'est une très bonne strat que tu mets en avant ici. Ouais. Et d'ailleurs, notamment en France, tu vois, même les pages alternatives comme ça, souvent quand tu as un gros concurrent US, qui parfois peut-être n'a pas traduit son site, ou enfin c'est des trucs tout cons parfois. En fait, tu te rends compte que même si les outils de recherche ne te donnent pas beaucoup d'infos, les gens cherchent alternative à tel outil. Moi, je sais que dans une boîte où un client, tu vois, il y avait un gros concurrent, c'était Heroku, donc qui est un truc d'hébergement web. Et en fait, les gens en France, ils voulaient pas Heroku parce que c'était pas hébergé en Europe ou autre encore. Et tu regardes sur un outil de mots-clés, il n'y avait rien écrit. Et en fait, c'était une des pages, parce que c'était des pages super qualifiées. Le mec, il cherche exactement ton service, quoi. Le mec ou la meuf, d'ailleurs. Et du coup, ça, c'est des stratégies aussi qu'on oublie souvent. Les Américains sont très avancés là-dessus. Les anglophones, en général, sont très avancés là-dessus. Et en SEO, on oublie un peu ça en France. On n'a pas encore l'habitude de faire ces pages-là. Parce que ça sort d'Ahrefs et SEMrush, tu vois. Comment ? Parce que c'est des tout petits mots-clés qui ne sont pas dans les bases de données, donc les gens ne vont pas l'attaquer, alors qu'en vrai, c'est super intéressant. Ouais. Par contre, il y a un truc super important à respecter, c'est le droit à la comparaison. Tu peux te faire attaquer si tu déprécies un concurrent. Donc, il y a 3 principales règles en Europe. Pas pareil sûrement en US, mais en Europe, il faut respecter, donc pas déprécier l'outil que tu compares. Comparer toujours des logiciels de même acabit. Tu peux pas comparer un logiciel de comptabilité avec un logiciel de RH, tu vois. Et le dernier, c'est d'avoir des informations qui sont fraîches. Et ça, c'est le plus difficile à faire respecter. Parce que du coup, nous, on est obligé de restreindre le nombre de pages sur lesquelles on a. Parce qu'il faut retourner sur des pages sur lesquelles, en fait, tout simplement, quand tu compares un produit, tu évoques le produit de ton concurrent pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. D'ailleurs, il faut vraiment être à 100% transparent sur ce qui est bien et pas bien. Il ne faut pas juste indiquer ce qui n'est pas bien. Il faut que cette information elle soit fraîche, sinon tu peux te prendre un courrier. On n'en a jamais eu, nous, parce qu'on est toujours très clean, et aussi parce qu'on a limité à 50 pages à peu près comparatives pour pas avoir trop de maintenabilité. Mais globalement, c'est le genre de choses à respecter qu'il ne faut pas oublier. Très bon point. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, dans ta stratégie de contenu, dans tes stratégies SEO, c'est quoi la place de l'intelligence artificielle? À quel point tu l'utilises? Ouais, nous c'est spécifique parce que moi je veux pas que mes rédacteurs l'utilisent. On dit voilà, tout simplement parce que en fait, dans le domaine de la finance, on a très peu les modèles ils sont très peu entraînés sur des bons corpus parce qu'il y a très peu d'informations en ligne, mine de rien, ou d'informations pertinentes. Et qu'en plus de ça, nous on a une ligne éditoriale qui est centrée sur, on va dire, du milieu de marché avec des directeurs financiers, etc. Et donc on veut pas avoir, on va dire, le copywriting basique de ChatGPT s'il n'est pas bien entraîné. Et c'est un fait aujourd'hui, désolé de le dire, la majorité des rédacteurs n'ont pas une génération IA qui est méga quali.
Et donc moi, ce que je veux, c'est que mes rédacteurs, ils aient pas plus de 30% de génération. Parce que pour moi, par exemple, sur les FAQ, tu peux très bien en générer. En vrai, c'est de l'informationnel, t'as pas besoin d'un énorme copywriting. En revanche, sur des blog posts complets, je veux que le début, la fin de l'article soit toujours rédigé à la main, avoir avec un vrai copywriting, une vraie qualité, mettre des insights experts, des informations marché. Ça, c'est des choses que l'IA va pas aller te chercher par défaut. Tu peux lui demander, mais en vrai, ce ne sont pas des informations fraîches, etc. Donc, nous, ça a plutôt un rôle support. On automatise pas mal de choses. Moi, en fait, GPT, je le connecte à Google Sheets, ce qui fait que toutes mes Google Sheets sont automatisées avec du GPT à l'intérieur pour clusteriser, pour faire pas mal de choses. En revanche, l'IA, je leur demande d'utiliser jamais plus de 30% et il y a des endroits spécifiques de la page. Donc, il y a des endroits dans la page qui sont interdits en IA et d'autres qui sont autorisés. Voilà. Donc typiquement, intro, conclusion, interdit, quoi, Ouais. pour avoir vraiment un vrai copywriting qui va saisir un peu le lecteur ou la lectrice, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis il y a des endroits où tu es obligé de faire un sourcing, quoi. Quand c'est t'as la loi LME qui t'oblige à dématérialiser tes factures en électronique, bah, tu es obligé d'aller chercher des informations légales les plus à jour possibles. Donc tu vas pas demander à ChatGPT de te remplir un truc qui sera complètement à côté de la plaque. Et après, il y a différents outils qui permettent on va dire, d'inclure euh, ton, ton, ton tone of voice et qui te permettent de faciliter ça en externalisé. Par exemple, nous, on utilise un outil d'optimisation qui s'appelle SAMJ. Ils ont un nouvel outil dedans qui leur permet qui s'appelle Brain Voice, où tu peux intégrer directement des URL de ton site ou des documents de ton site qui ne sont pas visibles sur le site ou qui ne sont pas en public, qui permet d'entraîner directement l'IA dessus. Ce qui fait que l'IA générative de l'outil va respecter le tone of voice que tu as demandé. Ce qui fait que ça te permet d'avoir la main sur ce que tes rédacteurs externes génèrent en IA, plutôt que eux, où chacun va aller sur son ChatGPT avec son propre prompting. Et donc en fait, ça pour moi, c'est beaucoup plus intéressant à faire. Ça permet à une marque d'avoir la main euh, sur ce qu'il fait en termes d'IA, quoi. Hmm. Et Et niveau de comment tu, confidentialité aussi. comment tu utilises du coup, tu as dit que tu étais passé sur SMJ, ça, comment tu les utilises de manière générale? C'est quoi un peu tes gros cas de figure avec? Les outils ou bien l'IA? Bah, l'outil de manière générale. SAMJ? Ouais. Ah d'accord, pardon. Bah, du coup, c'est un outil d'optim, mais du coup, il y a plein de choses dedans qui sont complémentaires. Donc, tu as un outil, on va dire, un peu plus data analytics qui te permet de voir concrètement le résultat en termes de Hmm. positionnement, trafic, et tu peux connecter notamment, par exemple, GA4, donc des 3 éléments de conversion qui te permet de voir l'évolution concrète des contenus que tu as rédigés. C'est tellement facile à utiliser, contrairement à un looker, qu'en fait, du coup, les rédacteurs, les content managers, toutes les personnes qui ne sont pas dans ton équipe à proprement parler et qui ne sont pas des experts du sujet peuvent très rapidement cliquer pour voir ce qui fonctionne bien ou pas. Le cœur de l'outil, c'est de l'optimisation, hein. Clairement, il va te donner, c'est basique, hein, les mots-clés intégrés, les questions à intégrer, etc. Et il va te générer des briefs avec la structure idéale. Hmm. Il y a d'autres outils parallèles, par exemple de la recherche de mots-clés, qui te permet de traiter plus l'information que des outils comme SEMrush ou Ahref, où tu as 20 000 colonnes et où après tu es obligé de scorer avec tes propres méthodes. Là, ils ont un Content IDs qui te fait ton propre scoring, qui est super facile à utiliser. Donc pareil, bien pour ceux qui ne sont pas du domaine. Et évidemment la gestion de projet, parce que quand tu as une équipe avec différentes personnes, il faut gérer les différents niveaux d'accès. Il y a une extension CMG aussi qui permet de l'utiliser directement dans Google Doc. Moi, tout est centralisé sur Google Doc, tout simplement parce qu'après, il faut l'envoyer dans le CMS. Hmm. Et donc, on a un outil d'automatisation qui s'appelle CloudPress qui permet d'envoyer directement dans le CMS. Et donc, il nous fallait cette extension GDoc, et au final, il y a très peu d'outils qui en ont un, pour pouvoir le faire. Et c'est en ça que ça nous fait gagner pas mal de temps en interne de gestion pour se concentrer sur l'opérationnel. Pour moi, c'est ça l'intérêt de l'outil principalement. On fera payer Nico pour ce passage. Ouais. J'ai vu sur Je la demandais saison 1, d'ailleurs, les ils vont saluer. VP SMJ là. Ouais. Excellent. Bon, bah, on va te poser la dernière question du podcast. Tu es sur un sujet qu'on va pouvoir un peu considérer. Tu parlais de la loi ou autre, hein, on utilise souvent le terme YM, YL, Your Money, Your Life, qui est un peu un critère entre guillemets que va utiliser Google pour classifier certains sites sur lesquels il va être beaucoup plus regardant parce que Your Money or Your Life, et ben, Ouais. le contenu du site peut impacter ta vie ou ton argent.
Comment tu t'y prends un peu pour renforcer la légitimité d'Agicap? Tu vois, on parle souvent de EEAT, Experience, Expertise, Authority, Trustworthiness. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as mis en place une stratégie particulière sur ça? Ouais, bah du coup, c'est ce qui est plus compliqué parce que c'est là où tu as le moins la main, entre guillemets. Donc déjà, il y a une partie qui dépend pas de toi. Moi, je me base uniquement beaucoup sur ce que font les partnerships. On a un outil aussi, moi j'utilise l'outil mention.com qui permet en fait de monitorer des mentions non backlinkées, parce que sinon ça sert à rien, qui sont sur d'autres sites, ce qui permet de voir à peu près quelles sont les nouvelles mentions faites à ta marque, etc. Il faut aussi se baser sur ce que font tes rédacteurs. Il faut faire appel à des experts sur ton sujet. Il y en a qui ont différents processus de production de contenu qui leur permet de faire appel à des experts sur la production de contenu. Donc soit tu fais valider ton contenu par des experts, soit c'est carrément eux qui t'aident à faire la structure du contenu, soit c'est carrément eux qui produisent le contenu, mais c'est plus cher parce que des experts c'est plus cher. Tout simplement, sur la partie production on-site, il faut s'entourer d'experts. Sur la partie off-site, il faut s'entourer d'autres équipes qui permettent en fait donc nous on travaille avec l'équipe branding, avec l'équipe partnership pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui est en externe du site soit méga clean et qu'on puisse avoir une plus grande voice, on va dire, sur les autres réseaux. On a mis en place aussi on a sorti une page Wikipédia, ce genre de choses. C'est débile, hein, mais c'est ce genre d'input qui font qu'indirectement, on essaie de renforcer ces critères-là. Même si voilà, c'est d'autres leviers en soi. Et puis après, on a aussi mené une stratégie un peu plus brand awareness sur YouTube. Donc ça, c'est d'ailleurs, je vais sortir, je pense, un article sur les résultats de cette campagne, une campagne vidéo sur Reactor, de façon à évoquer justement sur une campagne YouTube. Si vous êtes à 100% genre comme nous, lead gen, ROI, nous on a fait une campagne à part où on a sorti une 50aine de vidéos YouTube pour faire de la réassurance et pour faire de la brand awareness. Donc en fait, pour moi, c'est tous ces critères-là en dehors du SERP qui te permettent d'avoir un vrai EAT et puis faire en sorte que la notoriété de ta marque, elle soit visible sur le web, parce que mine de rien, il y a des marques parfois qui sont super connues, qui font des grosses levées de fonds, qui sont citées dans plein de médias, mais qui font rien d'autre sur le web. Donc c'est un peu dommage et on ne met pas à contribution voilà. Mais ça ne dépend pas à 100% du SEO en soi, je pense. Ouais, en tout cas, une stratégie multicanal, c'est un des points qui vous permet un peu de devenir aussi une marque à l'échelle du web derrière, quoi. Ouais, et franchement, le multicanal, tout le monde va attaquer des trucs différents. Par exemple, là, il y en a certains qui travaillent leur réseau d'affiliation, un programme d'affiliation. C'est une vraie question. Est-ce que tu vas être dans les catalogues G2, Capterra, OMR en Allemagne, etc. Sachant qu'en SEO, ça reste un risque parce que tu construis tes propres concurrents en SERP, clairement. Donc moi je préfère attirer les leads sur mes pages plutôt que de payer une commission pour quelqu'un d'autre pour le faire. Donc c'est une vraie question, mais d'un autre côté, au niveau global inbound, c'est intéressant, et quand tu es premier dans G2, on l'est, franchement ça t'attire, c'est pas que de la lead gen, c'est de la réassurance et pas mal de choses. Mais ouais, sujet intéressant. Super intéressant. Merci Romain, tu viens de finir ce position 0. Bravo à toi. C'était top de te recevoir. Et bon, ça ne sera pas fini parce qu'il reste bien évidemment un contenu. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en asynchrone. Romain auditera un site en direct pour bénéficier de tous ces conseils concrets. J'ai adoré l'épisode. Je pense que toi aussi, Lucas. C'était un plaisir de t'avoir. En plus, on devait t'avoir de base sur la saison 1, comme on a dit, parce que la saison 1 était plus portée head of SEO. C'est un peu ce que t'es toi aujourd'hui. Je crois que t'es le seul de cette saison 3, du coup, en head of SEO, sauf si si je me trompe. Donc, merci pour tous ces insights. C'est vraiment top. Je te laisse le mot de la fin si t'as quelque chose à dire. Merci à vous, c'était super cool, franchement. Ça s'est passé super rapidement, mine de rien, il y a pas mal de sujets. Donc franchement, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir me contacter. S'il y a des sujets qui sont connexes, je serais super ravi d'échanger one-to-one, de faire échange de bons procédés, de pouvoir communiquer sur ça, parce que mine de rien, SaaS B2B, c'est quand même assez sous-estimé et sous-évoqué dans le domaine. Et c'est un secteur qui est énormément croissant, le market size, il évolue d'année en année. Donc franchement, merci de m'avoir invité, c'était trop cool et voilà.
Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao. Salut.